Bonjour à tous, je suis Patrick Furter, je travaille chez EDI Formation et je suis une personne autiste. Cette première vidéo a pour objectif de parler des relations sociales pour les personnes autistes, d'un point de vue justement de la personne autiste. Donc, premièrement, j'aimerais rappeler une évidence, hein, c'est que les personnes autistes ont des relations sociales, qu'elles apprécient les relations sociales et aussi qu'elles ont besoin de relations sociales. Ce qui est différent en fait, c'est le concept même de la relation sociale pour une personne autiste. Il faut savoir qu'avant même d'avoir une relation sociale, la personne autiste, que ce soit inconsciemment ou pas, va, la préanalyser, suivant, différents critères, donc de multiples critères que je vais essayer de regrouper en 3 catégories. Donc le premier critère, ça va être le critère effort. Qu'est-ce que va me coûter cette relation? Parce que qui dit relation dit plusieurs choses. Le premier effort, ça va être déjà de comprendre un minimum les règles sociales dites basiques, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc c'est déjà, on va dire, le premier cran à comprendre. Le deuxième, ça va être de comprendre les règles sociales qui vont s'appliquer à la personne à laquelle je parle. Parce que suivant la personne que je en face, suivant son âge, suivant son sexe, sa religion, son statut social, je vais avoir d'autres règles cumulatives, et donc il faut que je les connaisse. Le troisième effort va être au niveau des échanges eux-mêmes. Qui dit échange dit écoute, lire le langage non verbal, etc. Pour un petit peu se mettre dans la peau de la personne autiste, il faut s'imaginer en fait parler une langue étrangère qu'on ne maîtrise pas complètement. On arrive à peu près à la comprendre, mais la personne devrait essayer de parler lentement, devrait attendre qu'on arrive à comprendre, ce qui n'est pas le cas dans une conversation normale. Donc on se retrouve en fait à se concentrer sur ce qui est dit, et en se concentrant sur ce qui est dit, on occulte encore plus le langage non verbal, et donc on passe à côté de beaucoup de choses. Donc ça aussi, c'est un effort qu'on doit faire en permanence. Le quatrième effort, ça va être les imprévus. Une discussion est imprévue par définition, donc on ne sait pas vraiment en fait à chaque fois vers où ça va nous mener. Donc il faut essayer de prévoir l'imprévu, et c'est déjà une difficulté importante. Le cinquième effort, ça va être la concentration personnelle. Donc on doit se retenir d'agir de façon inconvenante ou déplacée, c'est-à-dire on va lutter contre son propre corps ou son propre esprit. Parce que connaître les règles sociales, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à les suivre. Si je sais que je ne dois pas frénétiquement serrer mes mains de façon très forte, ça m'empêchera peut-être pas de le faire. Donc je dois lutter en permanence contre mon corps et mon esprit pour me dire je ne dois pas le faire. Donc je dois me concentrer pour ne pas le faire. Voilà, donc ça c'est un effort supplémentaire. Le dernier effort, ça va être un effort de temps. En fait, chaque relation sociale va prendre du temps. Et c'est ça en fait aussi qui est calculé à l'avance. C'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé notre relation sociale, qu'on est déjà en train de s'imaginer le temps qu'on va devoir prendre dessus. Si je prends mon cas personnel, voilà, si je prends la sphère des amis, disons je compte 6 amis avec une bonne relation, j'estimerais que pour qu'il y ait un statu quo de relation, qu'il n'y ait pas de perte d'amitié, je vais devoir calculer au moins les contacter une fois par semaine, avec une durée, on va dire, d'un quart d'heure, histoire que la discussion puisse être assez approfondie pour pas que ce soit vraiment juste pour dire bonjour, mais qu'en même temps ce soit pas trop long parce que j'en ai peut-être pas envie. Voilà, donc je dois calculer ce temps, donc 6 personnes, un quart d'heure par semaine, ça me fait 1h30 au téléphone par exemple, ou en relation sociale extérieure. Donc 1h30 d'utiliser. Ça uniquement pour mes amis. Je vais devoir multiplier ça avec ma famille, avec des collègues, avec d'autres personnes. Donc tout ce temps-là cumulatif, je vais le calculer à l'avance, je vais voir cette masse d'efforts, parce que non seulement ce temps, il est calculé, mais en plus, il est tout au long de ma vie. Donc je sais que ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Tous ces critères, ces paramètres d'effort, en fait, ça va diminuer d'autant mon capital énergie de la journée. Et ça va me pousser vers des troubles du comportement, donc plus ou moins rapidement. Le plus il y a d'efforts, le plus je vais perdre d'énergie et le plus je serai susceptible de craquer, on va dire tout bêtement, et donc de créer un trouble du comportement.
Un enfant, il a tendance à sous-évaluer, justement ce critère effort parce qu'il n'a pas conscience en fait, ou peu conscience, déjà des règles sociales et de sa limite d'énergie, on va dire. Donc il va souvent, y aller à brûle pour point et se retrouver dans une situation compliquée. Soit des crises de comportement, soit, des rejets qui vont créer derrière des crises de comportement quand même. Un adulte, lui, va plutôt être dans l'autre sens. Il va tendance à surévaluer, la valeur effort, justement parce que, de son expérience, il a eu en général pas mal de mauvaises expériences et donc il se rend compte que l'effort est important et il a tendance à même à le surévaluer. Heu, En fait, il faut savoir que chaque relation sociale, quelle qu'elle soit, sera perçue comme une charge. Ça peut être une charge minime, ça peut être une charge importante, mais ça restera toujours une charge. Le deuxième critère, sur lequel on peut évaluer une, relation sociale, c'est le gain. Donc bien sûr, qu'est-ce que cette relation va m'apporter? Alors heureusement, ça va apporter beaucoup de choses, on verra ça sûrement dans une seconde vidéo, mais il faut savoir qu'une personne autiste, si le gain n'est pas clairement définissable ou défini, heu, il va avoir tendance à avoir du mal à trouver le gain potentiel à la relation sociale. Voilà, si la personne à laquelle il va parler, il sait qu'il va pouvoir lui fournir ce dont il a besoin, ça va, il va réussir à s'en rendre compte. Si jamais c'est un gain, on va dire, périphérique ou global, ça commence à être beaucoup plus compliqué. C'est ce concept de sociabilisation qui reste flou, en fait. Et donc le cumul de ces 2 critères, ça crée une balance effort-gain et très souvent, ça penche du côté trop d'efforts et trop d'efforts veut dire: «C'est pas la peine», donc finalement, on ne le fait pas. Si on ne le fait pas, on n'a pas de relation sociale supplémentaire et finalement, on a tendance à plus se refermer et donc à aggraver toujours plus la situation. Il y a un troisième critère qui est souvent mis de côté et pourtant qui est extrêmement important, c'est, le critère d'obligation. Dans notre société actuelle, on a beaucoup d'obligations sociales, qu'elles soient tacites ou pas et ces obligations-là, en fait, pèsent énormément. On a des obligations par convention sociale. Donc voilà, on est censé avoir des relations avec sa famille, on peut pas en fait se contenter par exemple d'un statu quo: «Je fais partie de la famille», voilà, le sang parle et c'est tout. Il faut continuer à avoir des contacts avec son voisinage, voilà, faut se dire bonjour, faut se présenter, voire même, des fois, avoir des relations plus avancées. On a des conventions sociales, voilà, obligatoires. On a des relations sociales de survie dans cette société. J'entends par là tout ce qui est relations sociales, par exemple, de banque, d'administration, le médecin, le coiffeur, par exemple. Tout ça, c'est des, relations sociales qu'on va être obligé d'avoir. On ne peut pas éviter l'administration, on doit aller voir les docteurs et des fois, ça peut nous porter justement vers des problèmes parce qu'on peut ne pas avoir envie d'aller voir un médecin juste parce qu'on n'a pas envie de le voir. C'est même plus, une question de ressenti ou quoi que ce soit, c'est vraiment qu'on n'a pas envie d'une relation sociale supplémentaire. Voilà, pas aujourd'hui, j'en ai déjà trop fait et si jamais finalement tous les jours c'est pas aujourd'hui, et ben, on peut se retrouver avec des problèmes latents qui vont augmenter, des problèmes de santé. La troisième obligation sociale, c'est, tout ce qui est professionnel ou scolaire. C'est-à-dire on est dans l'obligation plus ou moins de s'intégrer au groupe, de faire partie donc d'un groupe, de comprendre le groupe, d'avoir un esprit d'équipe, et tout ça, c'est fortement conseillé par la société elle-même et il faut savoir que dès qu'on a un critère obligatoire, le critère obligatoire, en fait, supplante toujours le critère effort. C'est-à-dire que même si notre balance effort-gain, penche fortement vers l'effort, s'il y a obligation, eh bien, on est obligé de passer outre. Ce qui fait que c'est même les pires relations sociales qu'on peut avoir parce que ce sont des relations sociales forcées. Donc à la lumière de ces 3 critères, on se rend compte plus précisément du coût, en fait, qu'a une relation sociale pour une personne autiste. Hem, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aider une personne autiste à développer, donc ces relations sociales? Déjà, il faut savoir que, chaque situation est unique. Il n'y a pas de solution préfaite, voilà, il n'y a pas un manuel qui va pouvoir vous dire exactement quoi faire. Par contre, bien entendu, il y a des pistes, des aides. Hem,
ce qu'on peut faire déjà, ce qu'il faut faire d'ailleurs, c'est qu'il faut favoriser les relations sociales, quand la personne est en pleine possession de ses moyens. C'est-à-dire, au maximum de son énergie possible, heu, voilà, le ventre rempli et cetera, dans les meilleures situations possibles. Il ne faut pas en fait qu'il y ait déjà de dès le départ un faux départ. Voilà, il faut vraiment qu'on soit en pleine capacité de moyens pour commencer une nouvelle relation sociale ou, pour avancer dans une relation sociale. C'est le meilleur moyen en fait de se mettre déjà en bon départ. Ensuite, il faut préférer des environnements contrôlés ou contrôlables. Par ça, j'entends, voilà, le moins l'environnement va pouvoir troubler la personne autiste dans la relation sociale qu'elle va essayer de créer, au mieux ce sera. Donc là, il faut être déjà particulièrement vigilant sur le profil sensoriel de la personne autiste. Voilà, certaines personnes vont être très dérangées par le bruit, d'autres par les odeurs, d'autres par les vibrations, d'autres par d'autres choses. Voilà, il faut déjà avoir cette notion-là parce que la plus petite relation sociale possible dans un environnement, on va dire agressif, ne fonctionnera pas, clairement. Heu, un troisième conseil qu'on peut avoir, c'est prévoir des accroches de départ et des accroches de sortie de conversation. C'est extrêmement important parce que ça veut dire que déjà, bon, l'accroche permet de commencer, de faire le premier pas, ce qui est déjà pas mal dur en général, et très important d'avoir des sorties. Les sorties vont permettre déjà de mettre fin à une discussion si on s'ennuie, tout bêtement, et surtout si on se sent dans une situation, on va dire de danger. Bon, soit, on sent qu'on va craquer, soit on sent qu'on est mal à l'aise. Il faut qu'on soit capable de sortir sans pour autant, détruire la relation qui est en train de se faire parce qu'on va tout valdinguer. Donc avoir des sorties propres, prévues, 2-3, voilà, ça sauve toujours une mise. Ça permet de dire: «Bon, bah, je sors de l'effort que je viens de faire, mais je sors proprement». Un autre conseil qu'on peut avoir, c'est de préférer, commencer par des relations sociales simples et codifiées. Voilà, quand on est vraiment avec de grandes difficultés sociales au départ, il ne faut pas viser trop haut dès le départ, bien entendu, et il faut préférer des endroits, des environnements où en fait tout est déjà codifié. Voilà, si on prend le cas par exemple d'aller prendre du pain, heu, quand on va prendre du pain, on rentre dans la boulangerie, on dit bonjour, on nous dit bonjour, on demande ce qu'on veut, on a ce qu'on veut. On peut se permettre une petite réflexion sur quelque chose en disant: «Ah tiens, ça a l'air très bon ça», pour avoir une autre réponse un peu plus avancée de la part de la boulangère, et derrière, on paye, on dit merci et on s'en va. Voilà, là on est codifié, on a un rail et on sait que si on suit ce rail, normalement, ça passe assez bien. Et donc le dernier conseil, c'est bien entendu de s'entraîner. S'entraîner avec des scénarios sociaux. Voilà, donc par exemple le cas de la boulangère, il peut très bien être fait d'abord dans justement un environnement entièrement contrôlé. Donc là, une salle avec une personne qui joue la boulangère et l'autre personne qui fait l'acheteur. Voilà, pour vraiment s'entraîner, pour ensuite arriver, on va dire, dans le grand bain. Voilà. Finalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout ce que l'on fait qui peut amenuiser le critère effort est bon. Voilà. Tous ces éléments-là sont les bienvenus et c'est en baissant le critère effort au maximum qu'on arrive à créer des relations sociales, de qualité. Bonjour à tous, je suis Patrick Furter, je travaille chez EDI Formation et je suis une personne autiste. Dans une précédente vidéo, on a vu en fait, comment une personne autiste prend la décision d'amorcer une relation sociale, et on a vu justement donc que, les gains en relation sociale étaient rarement, correctement perçus. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, ainsi que, les pièges dans lesquels peuvent tomber justement les personnes autistes. Donc au niveau des gains, il faut savoir que chaque relation sociale concrétisée, elle a demandé un effort et est devenue une réussite. Donc sur ce plan, donc on augmente la confiance en soi de la personne autiste, ce qui est bénéfique. Chaque relation sociale concrétisée permet aussi d'approfondir les connaissances en habileté sociale. C'est-à-dire qu'une personne autiste a tendance à avoir une solution à une situation sociale. Trouver un second moyen d'atteindre un objectif social, ça permet en fait d'avoir plusieurs cordes à son arc et donc d'augmenter son camouflage social. Voilà, la personne autiste devient plus fluide, même si finalement elle ne fait que suivre certaines lignes qu'elle avait préétablies, mais vu qu'elle en a plusieurs, eh bien, en fait, elle paraît plus fluide pour les personnes neurotypiques.
La troisième chose, donc que fait une relation sociale concrétisée, c'est qu'elle permet de diminuer le critère effort de toutes les prochaines relations sociales à venir. Voilà, donc les critères effort, on l'a vu dans la précédente vidéo, mais donc amenuiser le critère effort, c'est augmenter sensiblement la possibilité d'amorcer la prochaine relation sociale. Chaque relation sociale fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle serait utilisable dans la vie de tous les jours, devient facilement en fait imbricable dans une routine. Et on sait que les personnes autistes aiment la routine, donc ça leur permet justement d'être rassurées. Donc toutes ces relations sont bonnes à prendre. Une relation sociale concrétisée, ça permet aussi de créer une zone géographique de confiance. Il faut savoir que, si on veut résumer, le monde entier est un danger pour une personne autiste. Voilà, c'est, des menaces, que ce soit, sensorielles, physiques et cetera et avoir des lieux où on a des relations sociales, où on a une zone de confiance, en fait, ça me permet de déplacer de zone de confiance à zone de confiance et donc de savoir que prendre le risque d'utiliser une zone de danger pour atteindre une autre zone de confiance vaut le coup. Et ça permet aussi de savoir que même si on va potentiellement peut-être souffrir dans cette zone de danger, on va arriver ensuite dans un endroit où on va pouvoir se régénérer. Et c'est un lieu aussi où on peut abaisser son camouflage social. Donc suivant la relation qu'on a, la relation sociale qui a lieu à cet endroit-là, on peut en effet baisser son camouflage social, redevenir plus soi-même en fait, et donc se recharger. Chaque relation sociale concrétisée permet de s'intégrer aussi à un groupe. Et chaque groupe permet d'atteindre d'autres groupes. C'est-à-dire en fait créer un réseau social, s'intégrer. Ça, c'est quelque chose, c'est souvent un but ultime pour une personne autiste, mais c'est une notion qui est très difficile à appréhender parce que est très dur en fait dans des groupes de relations sociales d'établir des règles. Voilà, comment je dois me comporter avec telle personne, où se trouve la distance que je dois tenir. Voilà, ça c'est des points extrêmement compliqués, mais c'est vrai que c'est cet effet de groupe qui permet d'en atteindre d'autres personnes et donc de multiplier les relations sociales. Le dernier point très intéressant, c'est que l'on peut avoir, donc si on a une relation très puissante, donc très avancée, avec par exemple de bons amis ou des personnes très impliquées dans notre vie, on peut se retrouver avec des personnes en fait qui sont capables de faire une interface entre notre monde autistique et le monde normal, neurotypique. C'est des personnes qui sont capables de nous protéger en fait de l'extérieur et d'expliquer à l'extérieur ce qui se passe. Moi personnellement j'ai une personne qui est capable de faire ça et qui m'a sorti de beaucoup de problèmes en avance parce qu'elle est capable d'expliquer aux gens présents pourquoi je fais ça, dans quel but, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux me laisser. Même si les gens sont gentils à la base, ils veulent peut-être vous impliquer, mais c'est pas le moment. Voilà, cette personne-là, cet ami, il est capable de l'expliquer aux autres personnes. Il est pas capable aussi de voir à quel moment, en fait, vous allez arriver à votre point de rupture, et des fois un petit peu en avance. Donc il est capable de vous sortir d'une situation qui allait exploser. Voilà, quand on a une relation comme ça, c'est très important. Quand on parle de relations sociales, là, il faut parler de toutes les relations sociales. Toutes les relations sociales sont à prendre en compte, que ce soit la boulangère chez qui vous allez prendre le pain tous les jours, donc qui serait plutôt une relation sociale fonctionnelle, imbriquable dans une routine, que donc boire un coup à l'afterwork, donc une relation sociale de groupe, ou aller chez le coiffeur. Tout ça, ce sont des relations sociales. Les personnes autistes et les gens qui les accompagnent, elles ont souvent tendance à vouloir en fait mettre comme objectif de départ principal d'essayer d'atteindre une relation amicale, une relation d'amis, une relation de confiance. Il ne faut pas en fait penser en puissance de relation. Il vaut mieux en fait multiplier les relations sociales, voire même basses, pour en fait que la personne autiste arrive à en fait créer un certain nombre de scénarios sociaux qui vont lui permettre ensuite de créer une relation profonde, importante, avec une personne ciblée. Mais si jamais ce travail-là n'est pas fait avant, en fait, on va se heurter à beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés qu'on pourrait éviter. Bien entendu, il faut garder en tête qu'il n'est pas impossible qu'une relation
on va dire basique, évolue ensuite en relation amicale. Mais c'est pas l'objectif en fait qu'il faut tenir au départ. Alors, les pièges, on va dire, et les risques des relations sociales pour les personnes autistes, c'est déjà, il faut savoir une personne autiste dans ses relations, une relation ne s'améliore pas et ne se dégrade pas toute seule. Donc, vous pouvez rencontrer une personne autiste et la revoir au bout de 2 ans. Pour lui, la situation n'aura pas changé. Vous aurez le même degré d'amitié. Ce qui est en général pas le cas en fait chez les neurotypiques. On dit loin des yeux, loin du cœur, et c'est souvent le cas. Ça, c'est pas explicable obligatoirement par le fait que le personne autiste aurait une relation plus pure d'amitié, etc. C'est plutôt une notion de temporalité différente, en fait, et une absence de temporalité. Dans mon cas particulier, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à essayer d'estimer le temps qui sépare 2 rencontres que j'ai avec une personne. Voilà, je dois me focaliser sur des détails. C'était des habits d'été, il faisait chaud, donc c'était sûrement il y a au moins 6 mois parce que là on est en hiver. Voilà, c'est avec ce genre de choses que je peux me repérer. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal à ce niveau-là. Par exemple, quand est arrivé le jour où j'ai quitté donc, le domicile familial, donc pour emménager dans un appartement, au bout d'une semaine, j'ai ma mère qui m'a appelé en pleurs en me disant donc que je ne l'avais pas appelée. Et en fait, il a fallu cet appel pour que je me dise: «Ah ben oui, ça fait une semaine, apparemment, ma mère a besoin que j'appelle au moins une semaine donc une fois par semaine». Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Bah, chaque samedi soir, je dois l'appeler, que j'ai quelque chose à dire ou pas, mais en fait, il le fallait». Voilà, que la relation soit, de sang ou d'amitié, c'est en fait le même principe. Hem Il faut aussi voir qu'une relation sociale, en fait, pour une personne autiste, elle a un caractère exceptionnel. Et donc, la personne autiste a tendance à se surinvestir, que ce soit donc physiquement ou psychologiquement. C'est-à-dire que sans garde-fou, sans conditionnement, il va la faire évoluer même tout seul, de simple rencontre à amitié, à meilleure amie, etc. Hem, et là, il y a plusieurs risques. Donc déjà, le premier risque, c'est de passer pour une personne, obsessionnelle, voire dangereuse. Voilà, si vous avez quelqu'un qui vous appelle, tous les jours, alors que finalement elle est pas si proche que ça, voilà, vous pouvez avoir un mouvement, de rejet. La personne autiste, elle, peut être utilisée, donc la personne peut profiter de la situation. Voilà, se rendre compte que, bah, la personne autiste s'engage plus que ce qu'il faut, donc peut-être lui demander des choses, auxquelles elle sait qu'elle va avoir des oui, tout bêtement. Et alors, elle peut même tomber dans des pièges de personnes qui sont carrément mal intentionnées. Voilà, donc ça, c'est des risques qu'il faut savoir prendre en compte. Et le fait de surinvestir dans ses relations, ça rend aussi la personne autiste plus propice à subir des trahisons, on va dire. Enfin, en tout cas, elle sera ressentie ça comme des trahisons. Voilà, une personne à qui elle a mis toute sa confiance, qui finalement, on se rend compte, pas du tout de confiance, ça va être une trahison pour elle. Et ça va au contraire augmenter le critère effort de toutes les prochaines relations sociales. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. À titre personnel, moi, il m'arrive encore de rencontrer des gens dans des situations et une phrase a été dite d'une façon spéciale et je me dis: «Tiens, il y a quelque chose entre nous», alors que finalement pas du tout. J'ai eu le cas, donc lors d'un tournoi de figurines, donc parce que je pratique, le tournoi de figurines et j'ai rencontré une personne, contre laquelle j'ai joué. Je lui ai rappelé des points de règle à son avantage. Elle m'a dit que c'était très sympa de ma part et cetera et à ce moment-là, bah, je me suis dit: «Tiens, il y a quelque chose entre nous» et il se trouve qu'après, durant toute la journée, j'ai cherché cette personne, son approbation, son avis et cetera, essayer de manger avec et cetera. Sauf que je me suis rendu compte, quand même au bout de 3-4 heures que finalement, ce que je faisais là, en fait, ça le dérangeait, clairement, parce que pour lui, c'était juste une phrase sympathique comme ça, et pour moi, c'était beaucoup plus, en fait. Donc voilà, c'est quelque chose il faut garder à l'esprit. Il faut aussi avoir conscience du problème, en fait, social que l'on va poser à la personne avec laquelle on va avoir la relation, au niveau, par exemple, de l'image. Il faut savoir que la pression sociale, elle s'exerce aussi sur lui et donc des fois, elle va réagir d'une façon qu'on va juger, inhabituelle ou, heu ou extrêmement, bizarre, voire même méchante envers nous. C'est parce qu'il faut aussi que la personne autiste soit capable de se rendre compte,
que des fois il va être une gêne, tout bêtement, et il doit être capable de s'effacer en fait pour laisser la liberté à la personne avec laquelle il a des relations sociales, des moments sans personne autiste. Voilà, c'est important aussi, et ça aussi c'est une notion que la personne autiste doit saisir. Dernier point que je veux voir avec vous, c'est finalement la valeur intrinsèque d'une relation sociale que toute personne neurotypique doit garder à l'esprit. Pour une personne autiste, on sait qu'en général, elle ignore les conventions sociales, ou alors elle peut les ressentir comme des complications inutiles, et qu'elles ont aussi des centres d'intérêt restreints ou de prédilection. Ce qui fait que, par exemple, la personne autiste qui a une obscure relation avec quelqu'un sur un jeu vidéo en ligne, ou la personne autiste qui rencontre tout le temps les enfants du club de sport qui est juste en bas de chez lui, alors que lui-même n'a pas d'enfant, on peut trouver ces relations soit stupides, soit inutiles, voire inconvenantes, mais il faut considérer que l'importance en fait de cette relation sociale pour la personne autiste elle-même. C'est elle qui donne en fait l'importance à cette relation. Bien entendu, ça ne doit pas vous empêcher d'expliquer les éventuels dangers et de trouver des solutions acceptables. Mais il ne faut pas dévaloriser ces relations sociales en fait sur des critères qui ne sont pas celles de la personne autiste. La valeur d'une relation sociale reste celle que la personne autiste veut bien lui donner selon ses critères personnels. Voilà, il faut garder en tête qu'on peut enseigner les limites, mais on ne peut pas enseigner la valeur d'une relation sociale.